Consacré aux 50 ans de Star Trek. À mes côtés, nous avons Xavier Beauméchant, qui est auteur, qui est philosophe. Nous avons Olivier Cotte, qui, avec Jeanne Debat à ses côtés, ont commis à 4 mains, de Batz à ses côtés. Je m'excuse, commandant, je m'excuse. Qui est ont commis à 4 mains Dark Vador versus Monsieur Spock, qui est un petit. Qui est un livre à la fois très hommage à Star Trek, mais qui parle aussi de Star Wars, et qui compare les deux sagas qui ont bercé l'imaginaire de beaucoup de gens dans le public, je pense. Et enfin, nous avons Simon Bréant, universitaire, spécialiste de la science-fiction. Ma première question s'adresse à nos deux spécialistes, nos deux trekkies qui sont là. En 1900, oui, je parle de vous deux. Nos deux, en 1967, apparaît, en septembre, non, 66, apparaît Star Trek. Est-ce que vous pouvez revenir sur les origines de la saga? Moi, ce que j'aime bien, c'est l'histoire du double pilote. Alors, déjà, le premier pilote fait par Roddenberry, la cage, n'a pas l'équipage que nous connaissons, avec Kirk, il y a déjà Spock, et il y a Majel Roddenberry, futurement Roddenberry, qui est le capitaine de l'Enterprise. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle les producteurs ne vont pas retenir l'équipage tel qu'il est fait, et ne vont pas retenir le pilote d'ailleurs, parce qu'une femme commandant, c'est juste pas probable en 1966. La réponse des producteurs, ça avait été « les gens ne comprendraient pas, ils ne sont pas habitués ». Roddenberry leur a répondu que « oui d'accord, mais si on n'essayait pas de les y habituer, ça n'arriverait jamais ». N'empêche que le pilote a été recalé pour cette raison-là, entre autres, et puis parce qu'il était un peu hot, selon les canons de l'époque, puisqu'il s'agit en fait d'une femme qui essaye par tous les moyens de se reproduire avec un monsieur. Elle utilise toutes les ressources de la simulation télépathique pour le séduire et l'amener à s'aimer, à vivre avec elle sur la planète étrangère. Ça n'était pas passé dans le premier pilote. Donc il y avait eu un second pilote qui a été réalisé. Celui-là est passé devant les producteurs avec le capitaine Kirk en chef. Là où c'est très rigolo, c'est que finalement Roddenberry n'a pas pu se résigner à abandonner ce pilote totalement. Et du coup, dans le 3e ou le 4e épisode de cette saison-là, on reprend certains plans de la cage et on en fait un mix avec le nouvel équipage de l'Enterprise. Un détail, c'est que ce pilote, ce premier pilote, on va dire, parce que c'est vrai que c'est assez rare dans le cadre de la série télé, avait été aussi refusé parce qu'il était finalement assez complexe. C'est-à-dire que pour un lecteur de SF de l'époque, des milieux des années 60, bon, c'était pas exceptionnel, c'était une bonne nouvelle, comme on pouvait relire dans les magazines de l'époque. Mais là, on avait une série télé de SF qui déboulait sur les petits écrans, donc dans n'importe quel foyer, surtout qu'à l'époque il y avait très peu de chaînes, donc il n'y avait aussi pas beaucoup de télévision installées, mais enfin quand même l'équipement commençait à arriver, mais il y avait très peu de chaînes, donc il y avait obligatoirement c'était imposé d'une certaine manière, et c'est vrai que le premier épisode était quand même assez complexe, assez compliqué à comprendre, avec une certaine profondeur par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et là, les producteurs ont été effrayés et se sont dit, bon, quand même, pour un premier, on va perdre, enfin les gens ne vont pas suivre, il faudrait le simplifier. Et ça, finalement, je trouve que c'est intéressant parce que pendant toute la première saison, il va y avoir un certain nombre de thèmes développés, mais ça va quand même être difficile à accepter pour les téléspectateurs de l'époque, ce qui fait que la série va être sur le point de disparaître, en fait, jusqu'à ce que ce soit certains fans qui permettent, par leur courrier, de la faire revivre. Et en termes... Jeanne. Juste un détail sur la bronque des fans. Ça a été tellement énorme que Norman Spinrad, auteur présent sur le festival, que vous le savez tous, on avait même fait
il est parmi nous, un de ses livres, comme étant un des grands mouvements du fandom de l'époque. Qui est toujours d'ailleurs le mouvement Trekkies. Non, mais je parlais de cette grande poussée de rage. Oui, alors le mouvement Trekkies, c'est là. En termes de filiation et de parenté, Star Trek, est-ce que Star Trek avec son vaisseau est vraiment un ovni, ou est-ce que ça s'inscrit déjà dans une tradition, dans une amorce de rendre la SF un peu plus populaire et du point de vue audiovisuel? Star Trek un ovni, mais c'est tout à fait identifié. Est-ce qu'il y a eu des... est-ce que c'est vraiment la première série américaine qui était faite autour de l'imaginaire avec un grand I, ou elle s'inspire de choses qui avaient déjà été tentées? Vous m'arrêterez, je pense que la science-fiction dans la télévision américaine avant Star Trek, la science-fiction télévisuelle, la pierre blanche d'Adam Marcon, c'est 1959 avec Twilight Zone. Et Twilight Zone et The Outer Limits, au-delà du réel, qui est l'autre grande série du genre, sont ce qu'on appelle des anthologies, c'est-à-dire des épisodes où la fin est au terme de l'épisode. Il n'y a pas de à suivre et il n'y a certainement pas de feuilleton. Ce sont deux grandes séries d'une extrême qualité, et je pense, mais ce que Star Trek, parmi ses multiples qualités, va introduire, c'est justement cette idée de feuilleton, au sens tout à fait populaire et noble du terme, c'est-à-dire un attachement au personnage, une découverte de personnage, une réécriture éventuelle même de, par exemple, Spock devient intéressant dans la mesure où dans les épisodes ultérieurs on nuance ce qui est donné comme étant Spock, et ça fait plaisir. Et je pense que la science-fiction télévisuelle jusqu'alors, déjà elle est en noir et blanc, et elle est sous forme d'une succession d'épisodes one-shot, des anthologies. Et d'ailleurs, certains des auteurs de la Twilight Zone seront des auteurs de Star Trek. Alors, cela étant, lorsque Roddenberry fait travailler Matheson, par exemple, il lui réécrit le scénario entièrement sur le Ludir et ça fait des sketchs abominables. Mais bon. Du point de vue de l'esthétique et justement de la nouveauté qu'on peut trouver dans Star Trek à ses débuts, dans ses héritage, bien sûr, mes gens ont déjà donné beaucoup d'éléments. Ce qui me semble frappant, c'est que dans la perspective d'une série comme La Quatrième Dimension, l'idée est quasiment toujours de mettre... l'inspiration est plus fantastique, même si bien sûr il y a de la science-fiction. L'inspiration est fantastique au sens où il y a un problème à surmonter, et ce problème à surmonter est souvent individuel, centré sur une personne ou sur la situation d'une personne en tout cas, même s'il y a un cadre plus général. Et souvent, la résolution est un peu pessimiste, voire éteint en partie le problème ou éteint l'individu, puisque c'est souvent, ça peut être assez souvent fatal. Alors que la logique, évidemment, la logique du feuilleton intervient pour qu'il y ait cette continuité qui est, du coup, crée des conditions nouvelles de création, mais surtout, et c'est la chose qui évidemment est frappante dans Star Trek dès le départ, il y a cet optimisme fondamental qui fait qu'il ne s'agit pas de résoudre une situation mortelle pour simplement échapper au danger, mais de résoudre une situation potentiellement mortelle, de fait, pour atteindre une meilleure compréhension de l'univers. Et finalement, cette logique de prospection qui est au cœur de Star Trek, ça en soi, ça me semble être une nouveauté, une des pierres de touche de ce qui a fait le succès en soi.